Depuis près de 20 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivains et des écrivaines, des acteurs et actrices du milieu culturel du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et des chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. La saison 2024-2025 des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, intitulée Liberté de création et création de la liberté, un travail d'équipe, est consacrée à la liberté d'expression artistique et s'intéresse au dialogue qui se tisse entre les artistes et les professionnels qui les entourent. Comment ce dialogue définit-il le périmètre de la liberté de création ? Comment cette dernière s'y négocie-t-elle ? Loin du traitement médiatique spectaculaire qui en est parfois fait, ces rencontres souhaitent donner à entendre ceux et celles qui, chaque jour, ménagent par leur pratique la liberté de création, tout en interrogeant ses principes et ses effets. Elles cherchent à éclairer 4 professions, soit la relecture sensible, le conseil juridique, l'édition et la coordination d'intimité. La première discussion de ce cycle est consacrée à la relecture sensible. Le phénomène, mal connu et peu documenté dans le monde francophone, a suscité des réactions houleuses et évoque un retour de la censure. Qu'est-ce que la relecture sensible ? Quelle est l'ampleur de cette pratique au Québec actuellement ? Que vise-t-elle et qui sont les relecteurs et relectrices ? Nous avons invité pour cette occasion Kev Lambert. Né le 17 octobre 1992, Kev Lambert est titulaire d'un doctorat en littérature, option recherche-création de l'Université de Montréal. En 2017, il publie son premier roman intitulé « Tu aimeras ce que tu as tué » et en 2018, « Querelle de Roberval ». Ces romans ont connu un succès éclatant qui a largement dépassé les frontières. En témoigne son 3e roman, Que notre joie demeure, qui a fait partie de la première sélection du prix Goncourt 2023 avant de remporter le prix Médicis la même année. Son nouveau roman, Les Sentiers de neige, paraît à l'automne 2024 aux éditions Héliotrope au Québec et chez le Nouvel Attila en France, comme les 3 titres précédents. Cette rencontre est animée par Michel Lacroix, professeur au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal depuis 2010. Dès sa maîtrise, ses recherches ont porté sur les lettres d'écrivains, et plus spécifiquement celles de Louis-Ferdinand Céline. Depuis, il ne cesse de s'intéresser aux correspondances, aux sociabilités littéraires et intellectuelles, aux amitiés, groupes et ruptures. C'est ce qui l'a conduit à travailler sur les revues, l'histoire littéraire et la sociologie de la littérature. Par ailleurs, il est membre de l'équipe de rédaction de La Vie littéraire au Québec, qui en est à mettre au point la version finale de son 7e tome, couvrant les années 1934 à 1947. Alors, merci Kevin d'avoir accepté de participer à la série Liberté de création et création de liberté. Merci Michel, c'est un plaisir. Je vais d'ailleurs commencer en te proposant de déplier le chiasme là, qui est au centre du titre pour d'abord examiner le premier élément, puis essayer de voir comment on peut repeupler le processus de création, les étapes menant des toutes premières idées, des esquisses de personnages et ainsi de suite, jusqu'à la publication puis aux premières rencontres, en essayant de situer le nouveau personnage qui est associé à la relecture sensible au sein de tout le personnel qui peut apparaître dans cette petite population qui est autour de la création qui était en train d'avancer. Donc ça serait le premier volet. Puis en essayant, c'est ce que je me donne comme défi, d'essayer de voir avec toi comment, contrairement aux idées reçues, cette lecture sensible ouvre la création, puis permet une plus grande liberté de création au lieu de la restreindre comme on le croit souvent. Donc ça serait le premier volet, essayer d'examiner cet aspect-là. Puis de l'autre côté, essayer de voir le rôle de la littérature, de l'édition aussi, et de la relecture sensible dans la création de liberté au sens plus général. C'est-à-dire comment ça peut contribuer à ouvrir les possibles, puis participer à sa manière à la recherche d'émancipation qui est présente dans ton œuvre, qui est présente aussi dans tes interventions publiques, puis qui est associée d'une manière qu'on va essayer d'examiner à la relecture sensible. Donc ça serait les 2 volets, de voir comment c'est tout un monde qui tourne autour du processus de création, puis qui est donc collectif, mais qui peut participer à une plus grande ouverture des possibilités créatrices. Puis de l'autre côté, il y a le volet social, si on peut, ou les répercussions sociales de ça. Donc, je te ramène au processus de création. Au départ, je te demanderais de retracer le parcours. Comment ça se passe généralement, là? Ou concrètement, tu peux prendre un des exemples d'un de tes romans. Ce qui mène des premières idées,
Ouais. puis progressivement au premier état de manuscrit, puis jusqu'à la version publiée pour voir qui intervient, à qui tu en parles, et les amis, à qui tu fais lire des extraits, des passages, voir des versions manuscrites, jusqu'à la toute fin où là, on peut imprimer maintenant. Ben, le processus de création, il est d'emblée collectif parce que nos idées, ils viennent du contact qu'on a avec le monde, avec le monde au sens le monde, puis le monde au sens les gens aussi. C'est-à-dire que, je sais pas, là, moi, j'écris, veux pas toujours en m'inspirant de gens que je connais ou que j'ai côtoyés ou que j'ai rencontrés ou que j'ai vu passer dans les médias. Puis souvent, c'est des petits éléments, c'est des petits détails. C'est pas nécessairement cette personne-là puis sa vie précise, mais c'est des petites choses qui vont faire que j'ai envie de déplier ça ou de l'exagérer ou de le prêter à quelqu'un d'autre ou de mettre ça dans un blender avec d'autres affaires. Fait que déjà, là, dans le contact avec les humains et le monde, il y a quelque chose qui est collectif pour moi. Après ça, dans la lecture plus concrète, moi, ça intervient assez tard, dans le sens que j'ai besoin quand même de faire parce que je pense que ce qui est très important pour arriver à écrire, là, c'est trouver une forme presque de bêtise, de se débarrasser de l'espèce de surmoi de création, de relecture qui peut être très fort à certains moments, même destructeur pour le texte, là. Mais donc, moi, j'ai besoin vraiment de retrouver un état presque d'enfance ou de stupidité pour écrire. Donc, avant de faire lire le fruit de ça, j'ai comme besoin que le surmoi revienne à un moment donné. Parce que là, quand tu sors le texte... Relire toi-même puis être sûr que c'est pas strictement du côté de la C'est ça, facilité. Que ça se tient ou que ça a un peu de bon sens, là, que c'est un peu lisible. Fait que, tu sais, juste là, au début, je sors le texte, vraiment, sans juger, sans trop relire, Puis, une fois que j'ai cette matière-là, je commence, pour moi, le vrai travail d'écriture, qui est la réécriture, qui est le ménage que je fais un peu dans la matière première que j'ai sortie, presque en état d'hypnose ou de non-jugement, disons. Donc, c'est plus après un premier jet satisfaisant, relu plusieurs fois, que là, je vais faire relire à d'autres gens. Puis mes éditeurs... C'est sûr que là, j'ai beaucoup écrit dans des contextes de création à l'université. Fait que là, il y avait toujours des profs qui étaient impliqués, mes directrices, plus précisément, de mémoire ou de thèse. Fait qu'elles... J'avais pas nécessairement un premier jet fini, là, mais mettons, ça peut être un premier chapitre aussi, à peu près, qu'on peut montrer. Ben, mon chum, il me relit souvent, mes éditrices, les gens de la maison d'édition, puis au besoin, des lecteurs ou des lectrices qu'on invite à la table. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu verrais des modalités différentes ou des rôles un peu différents selon les personnes, c'est-à-dire une modalité plus, à la limite, professorale du côté de l'expérience que tu as pu avoir à l'université, ou quand c'est ton chum qui te lit versus quand c'est tes éditrices, puis le reste, comment ça se conjugue, puis ça se différencie éventuellement dans l'approche du texte, la façon dont des éléments sont identifiés, commentés, propositions de modification éventuellement, parce que j'imagine, comme hypothèse, que ton chum te fait ça peut-être moins des remarques textuelles spécifiques de tel paragraphe. C'est encore drôle, drôle, ouais. Mais moi, je trouve que j'ai toujours besoin d'avoir plus d'une personne qui me lit d'abord. Si c'était juste mon éditrice, je me sentirais pas safe quasiment. Pour moi, c'est un peu une sorte de presque de filet ou de harnais d'escalade, là, les gens autour de toi qui te relisent, parce que c'est jamais parfait, un texte. Hein. C'est gros, là, un roman. Il y a 90 000 mots. C'est un peu le bordel, veut pas, à un moment donné, même si on est très rigoureux, puis blablabla. Fait que les regards extérieurs sont extrêmement précieux. Puis souvent, les gens viennent avec des compétences ou des points de vue différents. Puis, mettons, pour donner l'exemple de mon chum, lui, il voit vraiment bien les incohérences. Mettons, si le gilet il était bleu à la page 5 puis il est rendu rouge à la page 10, ça, il le voit. T'sais. Ça, c'est super précieux qu'il y ait quelqu'un qui voit ça parce que, mettons, mon éditrice, qui les voit aussi, ces choses-là, mais c'est pas son focus principal, disons. Elle peut en manquer, mettons. Puis là, je vais aller chercher, je vais aller compenser ça avec quelqu'un d'autre, tu sais. À l'université... Catherine Mavrikakis en particulier, qui m'a dirigé à la maîtrise puis au doc, elle m'aidait beaucoup. C'était pas du tout dans une perspective de nettoyer le texte ou de le rendre présentable, là, son travail de direction. C'était plus souvent pour m'aider à créer la crise dans le roman. Puis moi, c'est comme ça que je développe
mes textes, généralement, c'est que, tu sais, oui, il y a, mettons, un sujet ou un thème ou, tu sais, ou un monde qui est représenté, que ce soit le monde d'une série ou le monde de l'architecture dans Que notre joie demeure. Mais après ça prend autre chose. Tu sais, ça prend un autre angle qui vient mettre ce thème-là principal un peu en crise ou le faire... En mouvement. Ouais, c'est ça qui vient le faire bouger, branler. Donc là, c'était la question du privilège, de la richesse, puis ce personnage-là aussi que j'haïs, que j'aime, que je sais pas trop qu'est-ce que je pense, etc. Donc ça, c'était une relectrice précieuse pour ça, tu sais, pour dire des fois comme, OK, mais là ton petit texte de grève, là, ton petit roman de grève, là, le bordel vient d'où? Qu'est-ce qui pourrait venir foutre le bordel un peu dans ton roman un peu trop linéaire, tu sais? Ça se passe pas exactement comme ça, là, mais tu sais, c'est pour donner une image. Ouais. Puis là, par exemple, dans ce roman-là, pour moi, c'était plus la question de la sexualité d'un personnage, tu sais. Est-ce que, de ce point de vue-là, la relecture sensible ne semble pas si différente comme esprit ou comme rapport au texte des autres relectures, des autres commentaires que tu as pu esquisser jusqu'à présent? Là? Tu sais, la différence, c'est qu'on on demande à la personne de prêter attention à un sujet précis, tu sais, à telle ou telle chose. Mais dans la praxis, disons, c'est un travail d'édition, tout simplement. Tu sais, puis d'ailleurs, tu sais, Chloé Savoie-Bernard, on en avait parlé quand il y avait eu l'espèce de polémique en France, mais elle avait dit, mais moi j'ai jamais même... Je m'appelle pas lectrice sensible, tu sais. Même dans le livre, elle est créditée, puis c'est pas lectrice sensible, c'est, je pense, assistante à l'édition ou adjointe à l'édition. Je me souviens plus, là, mais c'est comme un truc avec le mot édition. Puis moi, je trouve que c'est extrêmement juste parce que... Puis avant de venir, je regardais d'ailleurs le document qu'elle m'avait envoyé, tu sais, Word avec des commentaires, puis je dirais que c'est un travail d'édition. Il y a des questions sur les phrases. Il y a des moments où elle dit « Je comprends pas cette image-là. » Celle-là, je pense qu'elle est un peu trop usée, elle est un peu banale. Tel moment, est-ce que ça pourrait pas venir avant? C'est vraiment des questions d'édition. Puis au travers de ces questions-là, il y a des questions plus précises sur le personnage, par exemple, de Pierre Moïse ou sur ce qui touche, disons, l'origine ethno-culturelle des personnages, mais c'est un aspect de son éventail. Puis pour un autre roman, Les Sentiers de neige, j'ai aussi travaillé avec une éditrice dite sensible, parce qu'il y a un personnage qui est d'origine chinoise, puis je voulais que quelqu'un de concerné le lise, puis c'était la même chose, en fait, c'était la même expérience, c'était vraiment un travail juste d'édition, puis c'était une autre personne avec qui entamer un dialogue sur le texte, puis sur des aspects généraux du texte et des aspects aussi particuliers. Parfait. On reviendra sur les personnages, puis la construction, puis les éléments, quand on plongera un peu plus dans la question de la lecture sensible. Je voulais juste rester dans la petite population autour du livre, puis de l'évolution vers le livre, pour t'interroger du côté de la recherche documentaire. Parce que mon souvenir, il me semble qu'on s'en était parlé, du fait que tu avais consulté beaucoup d'architectes pour savoir connaître davantage le milieu. Puis je ne sais pas si tu avais fait des choses semblables pour la série ou les questions de la situation de la grève qui est représentée dans Querelle de Roberval. Donc, je voudrais que tu expliques un peu comment, là, ça joue dans ton processus de création de cette phase-là, puis comment tu la situerais par rapport aux autres, spécifiquement la relecture sensible. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de comment représenter telle sphère ou tel type de personnage, puis mieux comprendre les langages qu'ils ont, leurs points de vue, leurs enjeux, un peu leur intimité, là, jusqu'à un certain point? Oui, absolument. Moi, je le fais... dans un sens, je le fais pour tous mes livres. Tu sais, même des livres qui parlent plus... qui peuvent avoir un aspect plus autobiographique. Je fais de la recherche documentaire dans le sens que je regarde des photos, je me plonge dans cette époque-là, dans des souvenirs, tout ça. Pour Querelle de Roberval, je l'avais faite. J'avais rencontré différentes personnes qui étaient liées à des usines ou le travail forestier en général. Mais j'avais rencontré des patrons, des propriétaires d'usines, des ouvriers, des employés, des gens qui travaillent plus en foresterie, donc qui sont un peu dépendants des usines. Donc, j'essaie aussi de rencontrer des gens qui ont des positions différentes dans l'espèce de hiérarchie, là, par rapport au thème ou au monde que je choisis. Pour avoir vraiment le discours un peu aussi, c'est ça, du boss. Ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce que le boss dit de sa business. Puis, donc, je trouve que c'est riche souvent d'avoir différents points de vue comme ça. Puis ça permet aussi, des fois dans le roman, pas toujours, mais ça peut se traduire par le fait qu'il y a des personnages qui eux-mêmes dans le roman ont ces points de vue-là, dans le sens qu'il y a un boss, il y a un employé, il y a blablabla, un assistant ou une assistante.
Donc, je fais ça. Puis, pour Querelle, je me souviens que j'avais eu envie de le faire relire, le livre, mais je pense pour des raisons d'édition. J'y ai pensé un peu trop tard. Ça n'avait pas été possible, tu sais. Puis, mais j'avais eu ce désir-là, à ce moment-là. Puis là, que Notre joie demeure, je me suis pris un peu plus d'avance. Puis, puis j'ai pu le faire. Puis, tu sais, moi, honnêtement, si je pouvais le faire pour tous les personnages, je le ferais. Tu sais, dans le sens que je l'aurais fait relire à un architecte, je l'aurais fait relire à un urbaniste, je l'aurais fait relire à un politicien. Si ça avait été possible économiquement et dans le temps et tout ça, je l'aurais fait. Puis, parce que ça m'intéresse d'avoir pas nécessairement cette fidélité-là au réel, parce que le roman, c'est pas une réécriture du monde, c'est pas un calque. Puis aussi, d'ailleurs, moi, je le fais assez tard dans le processus, ça aussi. Je le fais quand j'ai un premier jet, déjà beaucoup, même un troisième jet, je dirais, là, bien retravaillé. Là je fais avant, je fais de la recherche documentaire, plus documentaire, là, sur Internet, dans des livres, tout ça. Puis là, quand mon histoire est construite, que j'ai ma structure, que j'ai mon drame, si on veut, là, après ça, je vais interviewer des gens ou je vais poser des questions vraiment précises sur des trucs qui sont flous pour moi. Puis même des fois, quand j'écris, je suis comme, OK, cette affaire-là, je le sais comme pas, mais je vais passer vite, là, je vais botcher un peu, puis je vais revenir après en essayant de corriger, tu sais. Puis donc, c'est ça, c'est bizarre, c'est comme dur à expliquer parce que c'est pas par dette envers le réel. Puis, tu sais, mes livres sont pas nécessairement réalistes non plus, au sens... Non, absolument pas. Il y a plein de moments d'écart, mais on dirait que la justesse de la représentation du milieu, même si, tu sais, c'est un peu impossible que ce soit sans faille, tu sais, puis En effet. je suis sûr qu'un architecte le lirait, puis il verrait des petits trucs, ah non, telle étape, elle se ferait avant telle autre, puis tout, puis tu sais, même si j'ai beaucoup de bonne volonté et tout, c'est sûr qu'il y a des trucs qui m'échappent, tu sais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dedans qui tiendrait à la polyphonie? C'est-à-dire à la volonté de saisir des langages, des discours, des formules, même des tics de langage dans certains cas. On a eu une période bactinienne au Québec, du fait de Bello et ainsi de suite, puis ça revenait régulièrement. Puis là, ça s'est un peu effacé, cette idée-là que les discours, les expériences sociales sont traversées de multiples langages. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça un peu dans ton entreprise romanesque qui tient aussi à la dimension chorale ou à la multiplicité des personnages, puis justement à l'éventail de personnages représentés, là, justement, qui va de ceux au bas de l'échelle, si on veut dire, ou puis ceux qui sont du côté du pouvoir, du côté d'une forme de domination. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, c'est-à-dire que ça passerait par le langage, absolument, les discours? Oui, puis cette polyphonie-là, moi, elle m'intéresse beaucoup, puis j'ai eu des profs comme Pierre Popovic, que tu connais, qui s'est beaucoup intéressé à ça. Puis donc, ça a fait partie aussi de ma formation comme étudiante, là, carrément. Puis, ouais, en roman, c'était vraiment... parce que moi, j'ai comme... Je pense que, mettons, philosophiquement, là, mon espèce de degré zéro philosophique, c'est que ça serait la question du multiple. C'est que moi, j'ai toujours le sentiment qu'on peut pas saisir quelque chose complètement, qu'on peut pas avoir une réponse à une chose, qu'on peut pas, que c'est toujours le plus d'un, qu'on a toujours besoin d'avoir une multiplicité, soit de points de vue, soit de réponses, soit d'angles, soit de... Puis c'est très fort en moi, ça, dans le sens que même des fois, d'avoir une opinion, j'y arrive pas parce que je jongle avec trop de contradictions intérieures, extérieures, tout ça. Mais je trouve que cet intérêt-là ou cette croyance-là, puis ça, c'est pas un choix, hein, c'est juste, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je trouve que, en tout cas, en littérature, moi, elle m'aide justement à créer, parce que toutes ces voix-là que j'ai en moi, je peux les canaliser dans un personnage, tu sais. Donc là, ça vient créer une sorte de bouquet. Puis oui, c'est important aussi, comme tu dis, au niveau de la langue, parce que, tu sais, le boss nommera pas la réalité de la même manière que l'employé, tu sais. Un employé qui travaille sur le plancher d'une série, il parlera pas de ressources humaines, tu sais. Mais le boss, ça se peut qu'il désigne ses employés comme ressources humaines, ce qui est super déshumanisant d'ailleurs. Là, mais donc ça m'intéresse aussi, cette polyphonie-là, puis cette conflictualité-là qu'il y a dans les termes. Puis l'autre aspect aussi qui m'intéresse, c'est la langue, disons, sociale ou médiatique. Puis dans Notre joie demeure, il y a tout un chapitre central qui est comme... qui adopte une sorte de point de vue médiatique ou journalistique, où les événements se passent très vite, où tout est comme séquencé presque, là. Puis donc là, dans ce passage-là, c'était un peu, pour moi, une sorte de réflexion sur aussi le gaze, si on veut, des médias. T'sais. C'est quoi ce point de vue-là, puis cette langue-là aussi du média, qui est toujours, ou du journaliste, qui a toujours un pas de recul sur les événements, puis qui est dans une manière de rapporter les choses, mais il y a une violence aussi, des fois, à juste nommer une situation sans détail, sans aller dans l'intériorité ou dans l'affectivité de la situation. Donc ça m'intéressait aussi.
Pour revenir un peu à ce qu'on expliquait au tout début, est-ce que la multiplicité de personnes participant au processus, puis ta recherche de cette multiplicité-là, parce que si quelqu'un n'a pas le désir d'aller de ce côté-là, j'imagine que ça ne devient pas tout seul dans le processus éditorial. Là. Mais est-ce que ça t'aide pas à avoir comme une pluralité plus forte, plus concrète aussi, puis plus enrichie, lestée de symbolique? Et donc, si ça va dans ce sens-là, est-ce qu'on pourrait pas dire que pour toi, puis peut-être pour d'autres aussi, la lecture sensible, c'est un multiplicateur. C'est un adjuvant à la multiplicité au sein, mais à la justesse de la multiplicité au sein même des textes. Absolument, absolument. Je pense qu'il y a comme un peu deux fonctions à la lecture sensible. Tu sais, il y a un peu comme quand tu te documentes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fact-checking presque, là, dans le sens, est-ce que je dis une erreur, est-ce que je dis quelque chose qui est un peu grossier, qui est involontairement, évidemment. Là. Donc, il y a ça. Puis il y a un autre aspect qui est plus de l'ordre de la pluralisation, de la multiplication. Puis même mathématiquement, moi, dans le travail d'écriture, d'édition, je pourrais presque le compter parce que dans les deux processus que j'ai faits avec quelqu'un, avec une lecture sensible à l'édition, j'ai ajouté des pages, tu sais, bien plus que j'en ai enlevé. Puis vraiment, dans toutes les expériences que j'ai eues, les deux expériences que j'ai eues, j'ai renvoyé après ça un document avec des chapitres supplémentaires, avec des passages supplémentaires. Donc, c'est vraiment presque, tu sais, c'est très concret, là, la multiplication. Puis souvent, c'est des moments où je vais plus loin un peu dans la construction du personnage, dans son intériorité, que notre joie demeure. Un des commentaires de Chloé, c'était un peu sur son rapport au travail, notamment. T'sais, elle trouvait qu'on comprenait pas assez qu'est-ce que ça faisait d'être noir dans ce milieu-là, pour ce personnage-là. Puis donc, ça m'a permis un peu Il y a tout un passage que j'ai ajouté sur... À un moment donné, il donne un séminaire à des élèves, puis là, il lui demande, oui, mais toi, tu sais, t'es noir, justement. Il lui pose cette question-là. Des fois, c'est une ruse. Là, c'est comme, on te pose la question, fait que tu la reposes, puis tu regardes comment le personnage réagit. Mais puis donc, le personnage lui-même se pose cette question-là. Le fait que je suis d'origine haïtienne, le fait que je suis noir dans ce monde-là de l'architecture où presque tout le monde est blanc, qu'est-ce que ça change à ma création? Puis pourquoi la génération qui m'a enseigné me dit que ça changeait rien, puis la génération plus jeune me dit que ça change tout. Il est coincé entre les deux. C'est ça, il est un peu entre les deux. Donc ça, moi, je trouvais que c'était... Puis moi, encore une fois, c'est pas... Moi, je sais pas c'est quoi ma position là-dessus. Je sais même pas si j'en ai une, mais je trouve que c'est intéressant de montrer un personnage qui est à la rencontre de deux courants comme ça. Pour la lecture sensible, est-ce que tu te souviens à quel moment tu as découvert l'idée ou la pratique, puis à quel moment ça t'est apparu comme quelque chose qui pourrait être un outil pour ton processus à toi? Ben, je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, ça doit faire plus longtemps que je me souviens, là, parce que c'est probablement par un truc dans les médias, ou sur Facebook, quelqu'un qui était fâché contre ça, qui disait de la censure. Puis probablement que ma première réaction, c'est flou un peu, mais probablement que ma première réaction, c'était de dire, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, franchement, on va censurer les livres maintenant, parce que ça m'était présenté comme ça. Puis, mais le vrai premier souvenir que j'ai, c'est que Chloé l'avait fait pour un roman de Fanny Britt, si je me trompe pas, mais petit doute là-dessus. Puis elle m'en avait parlé, tu sais. Puis là, le vrai premier contact plus objectif, si on veut, là, qui passait pas par un commentaire Facebook, c'était ça. Puis j'avais trouvé ça bien intéressant, tu sais. Elle disait que, tu sais, Fanny Britt, justement, ou en tout cas, l'auteur ou l'autrice en question, je veux pas faire parler quelqu'un qui a pas dit ça, là, mais la personne avec qui elle travaillait, justement, elle avait un personnage noir dans son livre, puis elle voulait s'assurer que justement, la représentation était intéressante, que c'était juste, qu'il n'y avait pas rien d'offensant ou d'involontairement offensant, disons. Là. Puis ça m'était resté, c'était avant que notre joie demeure, je pense, là, ça m'était resté quelque part dans un tiroir dans ma tête. Puis là, quand j'ai écrit, là, ça m'est revenu, en écrivant. Puis j'étais comme, je veux faire ça, moi aussi, ça m'intéresse. Puis j'avais demandé à Chloé en premier parce que elle l'avait déjà fait, en plus. Fait que ouais, c'est ça la première fois, je pense. Puis comment est-ce que tu le définirais si tu avais une esquisse, une désignation pour le travail? Parce que ça, c'est aussi un des enjeux, non seulement de la nomination, parce qu'il y a toutes sortes de nominations qui sont souvent dévalorisantes. Là. Par exemple, celle que j'ai vue passer, c'est Lecture Bisounours. Oui, c'est ça. Puis, il y avait des mineurs éditoriales aussi. Oui, en France. Mais qui donnent l'impression qu'il y a des bombes sur le point d'exploser. C'est ça, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, métaphoriquement, ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est pas une bonne bombe, si tu veux. Non. C'est pas une bombe esthétique là, qui va et faire éclater les perceptions. C'est vraiment qu'un scandale va survenir. Exact. Puis des personnes, une armée
armée méchante va venir s'emparer de ton texte. C'est toujours un peu dans une perspective aussi pas de justesse littéraire ou d'intérêt esthétique, mais dans une perspective toujours de, justement, il va y avoir un scandale, il va y avoir, on va se faire. Puis ça, moi, ça me fait un peu sourire. Puis même, tu sais, je l'ai souvent entendu à l'université, tu sais, puis je pense que c'est pas volontaire des gens qui le disaient, mais tu sais, des gens qui disaient comme, ah, mais si on fait ça, on va se faire... rentrer dedans. Mais tu sais, c'est bizarre de formuler comme ça parce que c'est comme de dire, mais c'est pas le sujet sous-jacent qui m'intéresse. Tu sais, c'est pas mettons justement d'être juste dans la représentation d'un personnage, blablabla. C'est la peur de me faire rentrer dedans. Tu sais, c'est un peu curieux, là, mais savoir un sauf-conduit pour aller dans la. Ouais, c'est ça. Direction. Comme si c'était juste une sorte de crédit, tu sais, que tu te donnais à toi-même pour éviter de te faire rentrer dedans, entre guillemets, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est. Parce que si c'est ça la raison pourquoi il faut le faire, c'est pas la bonne, à mon avis. Là. Moi, je pense que c'est pour des raisons avant tout littéraires qu'on peut faire ce travail-là. Fait que moi, je pense que la désignation d'éditrice, c'est ça, en fait, ou d'éditeur, c'est ça, en fait. C'est un travail éditorial, tu sais, dans toute la polysémie aussi qu'a le mot d'éditeur ou d'éditrice. Mais l'éditeur, pour moi, c'est quelqu'un qui accompagne un texte puis qui pose un regard critique sur un texte qui n'est pas encore paru, tu sais, contrairement aux critiques, disons, de la presse ou universitaires et tout. Puis c'est ça, essentiellement, c'est ça, comme job. Un des éléments que tu as indiqué, ça m'a fait penser à une des analyses de Sarah Brouillette, qui est professeure à Carleton. Elle fait des recherches vraiment intéressantes sur plusieurs thèmes très distincts. Par exemple, l'aspect international, l'UNESCO, puis comment elle peut intervenir dans l'idée d'une littérature mondiale, puis ce que ça peut représenter, mais aussi comment certaines villes utilisent la littérature pour faire du storytelling, pour favoriser le tourisme, ultimement, puis que là, il y a des écrivains en résidence qui sont comme des propagandistes du charme de la ville. Là. Ça a figuré dans que notre joie demeure. C'est une des bonnes analyses. Il y en a très peu, pour l'instant, de la lecture sensible, même dans le monde anglophone. Beaucoup d'articles, c'est 2022, 2023, 2024 pour certains. Puis elle, ce qu'elle montrait, puis je veux juste déplier quelques éléments, parce que ça peut nourrir la réflexion autour de ça. Qu'elle signalait, c'est qu'à la base, ça vient d'une très faible diversité dans le milieu éditorial. Absolument. C'est un aspect important. Y compris aux États-Unis et en Angleterre, mais on peut dire la même chose du Québec puis de la France aussi sur ce plan-là. Puis qu'on crée un travail de sous-traitance à l'externe pour compenser le manque de diversité à l'interne, mais dans une très forte précarité, parce que c'est à contrat. Puis d'après, il y a une Editorial Freelancers Association, dont j'ignorais l'existence là, avant de me documenter, qui a analysé tous les rôles d'éditeurs, d'éditoristes, pour voir que les lecteurs sensibles, les lectrices sensibles, sont celles qui sont le moins bien payées. Tous les rôles, moins que la correction linguistique, moins que toute une série d'autres rôles dans le processus, puis que souvent même, c'était 50 à 100 $ pour le travail. Là. Ben non. Oui. Ça, c'est impossible. Ça, c'est hallucinant. J'espère vraiment que c'est pas comme ça au Québec. Là, mais... Puis ses dates, c'est 2022, là, son article. Donc, c'est pas... moi, dans mon expérience, 1990, c'était pas aussi mal payé. Là, mais Puis que le dernier élément, ça rejoignait donc ce que tu disais, c'est un peu du sensitivity greenwashing, si on peut dire. Faire comme check. On a vérifié, même si dans le fond, parfois, on n'a même pas changé vraiment le texte, mais on a fait appel à quelqu'un. Donc, s'il y a quelque chose d'incorrect, c'est la faute de la personne précaire qu'on a embauchée pour vérifier si... Fait qu'elle va perdre sa job s'il y a un Elle conflit, va être condamnée jusqu'à un certain point, mais l'auteuriste puis l'éditoriste, eux, s'en sauvent jusqu'à un certain point. Donc, ce qui fait que pour elle, il y avait un contraste très grand entre l'image médiatique d'une surpuissance de la censure woke, incarnée par ces personnes-là qui seraient comme des croisés de la rectitude morale, si tu veux. Et dans le fond, la situation qui est au plus bas de l'échelle dans le milieu éditorial. Et ce qui fait qu'en plus, ces personnes-là sont souvent des créatrices elles-mêmes. Mais c'est tellement mal payé, ça demande tellement d'heures, puis tellement un travail émotionnel délicat pour pas choquer l'éditoriste, l'auteuriste à qui on envoie nos commentaires, que ça les amène à écrire moins, à publier moins, puis donc à diminuer
la diversité dans le monde éditorial. Ouais. Donc, c'était assez C'est hallucinant. super intéressant. Le contraste. Mais je pense que c'est le truc du... on engage des gens de l'extérieur pour pallier un manque de diversité dans le milieu éditorial. Ça m'apparaît un peu impossible à nier. Là. C'est-à-dire que c'est vrai que le monde éditorial, particulièrement sur la question des origines diverses, là, de la diversité religieuse, culturelle, disons, ça, c'est vrai, parce que moi, mes éditrices sont lesbiennes les deux. Fait qu'il y a quand même une représentation queer, disons, dans la maison. Mais, puis beaucoup de femmes aussi. Mais là-dessus, c'est vrai que ça manque. Puis je pense que ça manque dans la plupart des maisons d'édition québécoises. Fait que ça m'apparaît vraiment... Moi, les histoires que j'ai entendues au Québec, j'ai l'impression que c'est pas si mal payé parce que souvent, les gens le mettent même dans des demandes de bourse maintenant. Fait que là, quand il y a un cachet dans ta bourse que tu as reçu pour ça, mais il faudrait faire une vraie enquête. Moi, je me base sur un très petit échantillon très proche de moi. Puis ce que tu dis aussi du travail émotionnel et tout, ça, Chloé m'en a déjà parlé parce qu'elle a déjà fait, elle l'a fait plusieurs fois et tout, puis elle a dit, ça, c'est un vrai enjeu parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. C'est étrange parce qu'il y a des gens qui demandent ça, mais après ça, qui ont moins... Qui n'acceptent pas facilement, c'est-à-dire que c'est un peu raciste, la façon dont elle décrit le personnage. Oui, c'est ça, mais c'est comme, pourquoi tu demandes à quelqu'un son avis si tu veux pas l'écouter, tu sais, ça, c'est un peu, je comprends pas trop. Puis Chloé aussi, elle, moi, ce qu'elle m'avait dit, je veux pas parler à sa place, mais ce qu'elle m'avait dit quand on a parlé de tout ça, c'est aussi quand, puis elle l'avait écrit dans Le Devoir aussi, c'est pour ça que je me permets de le dire, là, mais quand il y avait eu la polémique en France, là, c'est des journalistes qui l'ont directement approché elle. Puis là, juste pour lui demander, justement, pour avoir l'espèce de phrase choc ou pour nourrir leur angle déjà biaisé. Puis là, elle disait c'est particulièrement insultant parce que moi, je suis écrivaine, je suis éditrice, elle dirige une collection à l'Hexagone, elle est prof d'université, mais ces journalistes-là qui se sont jamais intéressés à moi avant ça, là, veulent juste la déclaration choc. Fait que là, la coincer dans une formule. Exactement. Puis qu'elle serve une sorte de récit qui est déjà établi, sur lequel elle n'a aucun contrôle. Elle avait écrit un beau texte là-dessus dans Le Devoir. Fait que c'est ça, les effets structurels que tu nommes, puis que je me souviens plus c'est quoi le nom de la chercheure, là, mais je trouve que ça recoupe un peu ça. Là, ce qu'elle disait. Puis un autre texte que j'avais vu qui a été publié en juin 2024, là, donc, puis une des autoristes, c'est Georgina Kamsika. Puis elle, c'est en Angleterre. Ce qu'elle indique rejoint assez bien ce que tu dis que Chloé esquissait pour toute la fragilité, puis les autres éléments. Et en plus, ce qu'elle ajoutait, c'est dans sa pratique, quand elle essayait de défendre ce dont elle s'était rendu compte, c'est justement les médias étaient là strictement pour la piéger. Ouais. Puis donc, elle avait décidé de ne plus jamais faire d'entrevue parce que les gens ne cherchaient pas à comprendre. Ouais. Ils cherchaient à condamner. Ben ça, je l'ai vécu, moi, à 100% en France. C'est ça, c'est ton expérience aussi des entrevues. Les journalistes avaient déjà leur idée, même souvent, ils n'avaient pas lu le livre. Presque dans tous les cas, là, vraiment. Là, parce que là, il y avait une polémique, ils ont sauté là-dessus. Il n'y en avait pas encore eu cet automne-là. Puis vraiment, moi, j'ai eu beaucoup de dialogues de sourds. Puis même, j'ai retrouvé des mots de moi qui étaient cités dans des articles dont l'angle prenait pas du tout en considération mon point de vue. On me citait juste au moment opportun pour faire semblant qu'on donnait la parole, du both-sidisme, comme on appelle ça maintenant. Mais ouais, fait que ça confirme pas de misère à croire ce que tu as vécu. Du tout. Ouais. Puis une des choses intéressantes aussi de son article, c'est ce qu'elle appelait la neutralité du point de vue. Puis comment essayer de construire un récit, puis surtout pour elle, comment au moment de la lecture, voir qu'est-ce qui se dégage comme la position neutre, là, la position par défaut du texte sur ses propres personnages, sur la représentation des personnages. Puis ça, je trouvais ça assez intéressant parce que tu as parlé de gaze médiatique tantôt, mais un des termes qui a permis à beaucoup de gens de comprendre certains éléments autour de ça, c'est le male gaze. Quand les gens ont pu comprendre ce qu'était le male gaze, puis j'ai un exemple très fort, très récent, je ne me souvenais pas, mais Devils Wear Prada, la scène d'ouverture, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est toute une série de personnages féminins qui sont en sous-vêtements. Ah ouais. En train de s'habiller. Comme le début de Carrie, là, où genre, elle prend sa douche, puis tu sais, ça devrait être au secondaire en plus. Là, c'était tellement en contradiction de façon patente entre les principales héroïnes, les personnages centraux, puis la caméra qui posait un regard masculin sur les personnages. Clairement, ces personnages-là n'auraient pas posé ce regard-là. Non, exactement. Puis, il me semble que ça participe de
que la lecture sensible, puis l'ensemble des réflexions qui sont associées, participent aussi de la remise en question de ces cadres narratifs et des scénarios qui sont proposés, puis d'autres éléments. Moi, ça m'intéresse vraiment, ça. Puis je veux juste faire une parenthèse, mais je trouve que ce qui est périlleux, par exemple, là-dedans, c'est des fois de tomber dans l'idée d'une fidélité de la représentation. C'est-à-dire que oui, évidemment qu'il y a des points de vue usés, éculés, qui n'ont aucun sens. Puis souvent, c'est ceux qui sont liés aux dominations sociales, d'ailleurs. Ça se recoupe presque parfaitement. Mais à l'inverse, je trouve qu'il faut quand même valoriser, je pense, le regard désajusté sur le personnage. C'est que ça reste quand même intéressant, artistiquement, d'avoir un regard sur un personnage qui ne correspond pas seulement à, par exemple, comment le personnage se regarderait lui-même. Donc, je le dis parce que des fois, je trouve qu'on tombe dans des oppositions un peu faciles quand on parle de ces sujets-là. Mais puis, pourquoi pas? Pourquoi un roman pourrait absolument, sur son personnage, avoir le point de vue que le personnage négatif pourrait à peu près avoir sur lui-même. D'ailleurs, sur nous, par rapport à nous-mêmes, souvent, on est très dur. C'est pas très simple non plus, le regard qu'on porte sur soi-même. Là. Mais c'est juste pour pas réduire, justement, les possibles en fiction. Je trouve qu'il faut aussi défendre l'intérêt, pas du male gaze, mais du décalage, parfois. Ce qu'elle disait aussi, c'est qu'il ne s'agit pas juste de rechercher les stéréotypes ou les écueils racistes ou sexistes ou homophobes et ainsi de suite, mais de voir, si ça apparaît, quel rôle ça pourrait jouer dans l'économie générale du récit. Ouais. Puis s'il n'y en a aucun, pourquoi à ce moment-là? Mais s'il y en a un qui vient entrer en collision avec cette perception ou cette désignation ou cette façon d'entrevoir les choses, là, ça peut devenir intéressant. Puis, Soirée d'hiver, je trouvais ça fascinant pour ça parce que dans le début du texte, dans la première série de scènes, quand c'est autour de l'école, il y a un moment où ton personnage, Zoé, se retrouve dans la bibliothèque seul. Ouais. Puis découvre la rangée des tablettes des filles, les livres roses. Ouais. Puis là, t'écris « La surveillance se relâche, le regard policier se dissipe. Zoé peut jouer un autre rôle. Elle est la femme riche de son bac à déguisement. » Puis là, le passage au « elle », je trouvais que c'était assez fort comme décalage du point de vue parce que ce personnage a été désigné au « il » depuis le début, puis on est à la page 60, puis là, le rapport entre le personnage puis la surveillance policière des genres là, qui s'impose à lui/elle, fait que là, il y a une ouverture parce que ça se libère temporairement, puis t'en profites pour, dans la narration, passer au « elle ». Puis ça crée quelque chose de vraiment intéressant. Puis un peu plus tôt, ce personnage est pris là-dedans quand, un peu au début, tout d'un coup, il découvre que les hommes et les femmes se rejoignent, puis chacune pourrait être de l'autre genre. C'est ça. C'est comme une révélation de la polysémie ou du spectre, des possibilités. Puis tout ce que le visage peut porter. Que tout d'un coup, la binarité est pas aussi... n'existe peut-être pas. Puis, un autre passage où c'est écrit « Se mettant à percevoir à la lumière crue du masculin et du féminin, s'exerçant à remarquer les mailles fausses dans l'épaisse dentelle du réel. » Puis donc là, je trouvais que justement, dans la déconstruction de la désignation du personnage, qui est justement dans une grande réflexion, là, puis qui est comme coincée avec les identités de genre jusqu'à un certain point. Là. La masculinité, c'est une vraie question troublante et douloureuse pour lui, que tu mettais à profit ce que Georgina Kamsika indiquait, là, de déplacer le point de vue neutre. Là, tout d'un coup, la perspective qui allait de soi, jusqu'à un certain point, là, tout pourrait comme être bouleversé de la même manière que l'éruption du merveilleux ou du fantastique un peu plus loin change les perceptions. Puis je trouvais que l'attention aux désignations, aux scénarios, aux catégories, puis ainsi de suite, c'est un peu ce que la lecture sensible nous amène à avoir, à intégrer dans nos processus d'écriture ou nos processus de lecture. Puis que sur ce plan-là,
c'est peut-être effectivement une liberté plus grande de création, c'est-à-dire qui permet de s'arracher au scénario déjà construit, puis à des choses que si on se laisse aller tout seul, l'histoire s'écrit elle-même. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Une chicane de couple, comment ça se déroule, et ainsi de suite. Il y a comme des petits scénarios, puis qui va laver la vaisselle. Il y a des choses qui sont déjà prévues d'emblée. Personne décide que ça va se passer, mais ça se passe comme. Puis je trouve que souvent aussi, nos propres points aveugles, ils surgissent comme ça, dans le sens que pour en sortir, même si on est très, très sensible et qu'on a conscience de tout ça, il y a des choses qu'on ne voit pas, ou qui ne nous apparaissent pas, qui pourraient être comprises comme ça. On le sait, la littérature puis les arts en général, c'est des objets d'interprétation. Puis même si on est multiple, même si on a plusieurs points de vue en soi, il y a des interprétations qu'on peut ne pas voir, qui peuvent nous échapper. Puis c'est précieux, je trouve, le travail d'édition à cause de ça. Parce que là, il y a des interprétations qui vont surgir du texte, qui n'étaient pas du tout celles qu'on avait nécessairement en tête, puis qui nous obligent à prendre des décisions. Est-ce que je laisse ça comme ça? Est-ce que je change? Comment je le change? Puis ça, c'est vraiment précieux d'avoir accès, avant la sortie du livre, à des interprétations multiples de ce que le livre dit ou raconte. Puis il y a d'autres possibilités, comme tu disais, de rajouter des chapitres ou de rajouter des éléments. Ça aussi, ça montre que c'est du côté d'un enrichissement potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu une expérience négative du processus, là. C'est pas du tout ce que je veux dire, que c'est pas ça le but. C'est ça. Que ça participe d'un travail éditorial de manière générale, mais avec une attention spécifique à certains scénarios, certaines désignations, certains processus d'interaction. Puis là, pour revenir à Que notre joie demeure, je trouvais que la construction de Pierre Moïse était particulièrement intéressante sur ce plan-là, parce que ça prend beaucoup de pages avant qu'on découvre qu'il est haïtien, d'origine haïtienne. Alors que dans beaucoup d'autres romans, ça aurait été le premier qualificatif, qui aurait condensé son identité dans un terme qui l'aurait presque réduit à ce terme-là. Puis, c'est l'intérêt, je crois, de ton œuvre en général, c'est que les personnages ne sont jamais unidimensionnels. Au contraire, ils sont pleins de contradictions, pleins de désirs qui surgit parfois sans qu'ils comprennent trop ce qui se passe dans leur corps ou dans leur tête. Là. Mais je me demandais si, dans ce cas-là, ça avait été un élément du processus de relecture que d'étirer un peu le moment où ce facteur de caractérisation du personnage apparaît par rapport au moment où il apparaît lui-même dans le récit. Non, ça, c'était pas dans le processus de relecture, mais je pense que c'était comme plus dans l'intention générale, tu sais. Parce que dans la vie, de toute manière, c'est pas comme ça. Tu sais, quand tu vois quelqu'un arriver, tu sais pas d'abord son origine. Puis c'est vrai que la narration d'un texte qui est un peu englobante ou omnisciente, elle peut le savoir, mais c'est comme... Pourquoi elle dirait tout? Il y a un essai de Zadie Smith que j'aime qui s'appelle « 1000 fois sur le métier ». Puis elle dit ça, elle dit dans les premiers textes que j'ai écrits, dès qu'il y avait un personnage qui rentrait dans la pièce, je sentais l'obligation de faire son CV, puis de dire sociologiquement d'où il arrive, qu'est-ce qu'il fait, Puis elle dit, puis un de mes apprentissages d'écrivaine, c'est de dire, à un moment donné, si on a à le savoir, ou on n'est pas obligé de tout savoir sur le personnage, c'est pas une fiche qu'on remplit, puis on coche les... Puis deux, si on a à le savoir, ça va arriver à un moment ou à un autre. On peut aussi juste voir le personnage évoluer, le voir vivre. Puis dans un sens, ça peut être intéressant, justement, ce que tu dis. J'avais pas pensé nécessairement, mais sur nos biais aussi à nous. Est-ce que quand je lis ce livre-là pour la première fois, moi, Pierre Moïse, dans ma tête, il est blanc, puis là, il faut qu'à un moment donné, il y ait une référence à ses origines pour qu'il devienne noir. Qu'est-ce que ça veut dire de notre lecture aussi? Je me souviens être un peu innommable en ce moment, là, mais je me souviens que il y a quelques années, il y avait eu un truc parce que J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, je pense que dans pas d'un film, mais une pièce de théâtre, il y avait Hermione était noire. Puis elle avait dit, c'est peut-être une des seules choses intéressantes qu'elle a dit dans les dernières années, mais elle avait dit, j'ai jamais dit qu'Hermione n'était pas noire. Puis moi, ça m'avait marqué, ça doit faire peut-être 10 ans de ça, là, mais ça m'avait marqué parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui nous dit l'origine du personnage si elle n'est jamais spécifiée dans le texte? Puis qu'est-ce que ça dit aussi de nos propres biais, puis des limites de notre imagination aussi? Puis des contraintes que, d'emblée, si un personnage n'est pas désigné par ses connotations raciales, c'est qu'il ou elle est blanc. Oui, c'est ça. Puis je trouve aussi que ça nous donne beaucoup de liberté de lecture, parce que moi, quand j'étais enfant, ado, dans les livres que je lisais,
il y avait plein de personnages gays, tu sais, puis trans, je savais pas trop, là, mais tu sais, il y en avait plein dont le genre était assez flou. Puis même, il y avait des personnages qui couchaient en chambre entre les chapitres, tu sais, puis dans ma tête, tu sais. mais c'est aussi une liberté qu'on a de lecture, tu sais, de choisir, tu sais, puis ça va un peu, mettons, à la Pierre Bayard, là, mais tu sais, de décider que ce personnage-là, il est gay, finalement, ou que ce personnage-là, personne s'en est rendu compte, mais il est d'origine haïtienne, tu sais, dans tel roman où il n'y a pas d'haïtien, tu sais, je trouve que ça ouvre aussi un champ pour la lecture, tu sais. Oui, c'est ça. Puis on voit aussi les contraintes, c'est-à-dire, imaginez Tintin noir, c'est un peu plus problématique dans certains textes, puis ça montre, l'emprise idéologique d'Hergé lui-même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser le personnage. Oui, il y a le dessin, mais dans le sens que ça bloque parce qu'il l'a tellement chargé idéologiquement qu'il n'y a pas de multiple en lui de la même manière comme personnage de devenir multiple. Non, il y a la fonction du tourisme, du regard extérieur. Exactement. L'Occident, à chaque moment, dans chacun de ces... L'Occident dans un toupette. Puis, pour venir vers la fin, c'est-à-dire l'autre pan, est-ce que une des possibilités de la littérature, un des effets potentiels, jamais garantis, puis toujours compliqués, mais néanmoins, est-ce que ça ne serait pas aussi de faire en sorte que, en ouvrant tous ces scénarios-là, en déplaçant les regards, en défaisant un peu le scénario par défaut qui est que tout personnage non désigné sera blanc, sera blanche. C'est pas aussi un supplément de liberté générale de permettre que non seulement que les lecteurs, quelle que soit leur origine, puissent voir des choses différentes dans le texte, là, mais aussi que ça rejaillisse comme scénario possible de leur propre vie. Absolument, oui. Puis moi, je pense que le rôle de la littérature, c'est un rôle de complication. Tu sais, c'est un rôle de pacification. C'est que les choses, souvent, nous apparaissent très claires. Puis ça, c'est un défaut à cause des médias, à cause de la manière dont on consomme. Ça devient presque un prisme sur le réel qu'on confond avec le réel. C'est-à-dire qu'on pense que les choses sont très claires, que les gens ont des intérêts objectifs, que tout est c'est ça, clair et objectif. Puis le rôle de la littérature, pour moi, c'est un peu de venir dire, en mettant un filtre ou un prisme ou une distance ou une sorte de kaléidoscope comme ça entre l'œil puis l'objet regardé, c'est venir nous rappeler à nous-mêmes, notre regard, le caractère aussi des fois violent du regard, de la manière de présenter les choses, mais aussi d'ouvrir à d'autres possibles. De se dire, mais qu'est-ce qui arrivait si on voyait ça comme ça? Ou qu'est-ce que ça changerait si on donnait... c'est une question que notre jeu demeure. Qu'est-ce que ça change? Moi, je veux dire, les ultra-riches, j'ai des positions sociales très radicales sur leur fortune, sur qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement avec la richesse. Je pense qu'il faut la confisquer. Je pense qu'il faut avoir des plafonds salariaux. Je pense qu'il faut avoir une confiscation des héritages au-delà de certains montants, tout ça. Mais qu'est-ce que ça change dans ça si je prête des émotions à la personne qui est devant moi, ou à l'ennemi, l'adversaire que j'imagine? Puis, je sais pas. Les réponses sont infinies, mais je trouve ça intéressant de se le demander. Puis c'est juste un exemple, mais pour moi, c'est un peu ça, la littérature. C'est de dire, qu'est-ce que ça change si telle personne a des émotions? Si telle personne qu'on pense être de telle manière et finalement est de telle manière, ou si telle chose qui est censée faire ça se produit, mais pas de la manière dont on avait cru au départ. Puis ça, c'est une amplification de liberté pour moi. Puis c'est autant sur un niveau social qu'à un niveau individuel, parce que moi, la littérature, c'est à peu près la seule chose qui me permet de me penser moi-même. J'ai pas un accès très facile pas à mon intériorité, mais à ma personne. Je sais pas, c'est très flou pour moi. Souvent, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que je suis ou qu'est-ce que je pense ou où je suis. Mais la littérature par des contacts, des frictions ou des étincelles, des fois me permet de voir quelque chose que j'avais pas vu. Fait que je pense que ça a un peu le même rôle, c'est ça, autant individuel que social ou collectif. Je ne dirais pas des révélations, mais des aperçus de fragments d'identité qui peuvent être nous.
soit pour un moment, soit pour de façon un peu plus durable. Là. Effectivement, je comprends Oui, puis tu fais bien de dire que c'est pas des révélations parce que les vérités, entre gros guillemets, de la littérature, c'est des vérités très partielles. C'est des vérités qui sont vraies dans un texte, dans un roman, à cet endroit-là. C'est rarement des grandes vérités sur l'existence. Puis, je veux dire, on aime ça, là, tous, là, lire des romans. Phrase. Oui, c'est ça, la grande phrase, les aphorismes. J'aime ça comme tout le monde. Là. Noter dans son carnet. Oui, mais de toute manière, c'est ça qui est intéressant des aphorismes, c'est que sont rarement tout le temps vrais. Presque jamais, en fait. Mais quand on les lit, même des fois, moi, ça m'arrive, je note, je sais pas, là, j'ai la recherche du temps perdu, je note une phrase qui m'apparaît tellement extraordinaire, puis tellement, mettre le doigt sur quelque chose d'existentiel. Puis là, des fois, si je relis la phrase hors du contexte, on dirait que j'ai pas le même effet, parce que, justement, elle prenait sens dans cette coulée de texte-là qui l'entourait, Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant de la vérité littéraire, entre guillemets, c'est que c'est pas une vérité objective, constante, permanente. C'est une vérité qui est prise dans une forme, Donc, on peut pas... elle peut pas être instrumentalisée ou biaiser notre regard de la même manière que, je sais pas, un documentaire, un reportage, un article de journal. C'est pour moi le péril et la force de la littérature d'avoir toujours cette espèce de distance-là où, l'effet d'une lecture peut jamais être aussi immédiat ou aussi collé sur le réel qu'un documentaire dans les effets de vérité, disons. En repensant à ton œuvre, ou enfin même en ayant la perception immédiate de ça, c'est quand il a été la polémique en France l'année passée autour de la lecture sensible, puis du fait que tu l'avais utilisé pour Que notre joie demeure. Une des choses qui me semblait ironique et presque, pour prendre un bon terme québécois, niaiseuse, c'était l'idée que toute lecture sensible menait vers une sorte de moraline, menait à un texte qui n'offense plus personne, où il n'y a plus de méchanceté. Puis je me disais, mais ces gens-là n'ont pas lu l'œuvre. Non, je trouve pas que c'est un livre alors qui est si gentil que ça. Et celui-là, mais l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que s'il y a des textes où il y a de la méchanceté, où il y a une pulsion de mort, mais vraiment très pugnace, irrépressible, envers soi comme envers les autres, à des moments très, très variés, c'est dans ton œuvre. Puis qu'on ne peut pas dire qu'il y a un conflit insurmontable entre la sensibilité de la lecture puis du processus éditorial, puis la capacité à avoir des textes qui agressent le lecteur d'une façon ou d'une autre, malgré tout, mais esthétiquement, et non pas pour de mauvaises raisons. Mais non, puis je veux dire, quel écrivain ou écrivaine défendrait ça, que la littérature ne doit pas avoir d'effet de choc ou justement agresser parfois le lecteur ou la lectrice, Moi, j'ai jamais entendu personne dire ça, là, c'est vraiment comme une sorte de récit paranoïaque, anxieux, créé par des médias beaucoup français, beaucoup réactionnaires, pour nourrir justement cette grande idée-là qu'on serait envahi par le wokisme, qui viendrait une sorte de virus venu des États-Unis, puis qui contaminerait la France. Puis l'anxiété sous-jacente, souvent, c'est qu'on ne pourra plus jouir. C'est une perte de jouissance, mais liée au texte du passé. C'est vraiment ça. Puis je pense qu'il y a eu une grosse confusion aussi en France sur... Parce que, mettons, il y a eu des textes de Roald Dahl, lui qui écrit Charlie et la chocolaterie, qui, eux, ont été comme un peu censurés. Je sais pas, à un moment donné, il dit une madame grosse comme un éléphant, puis là, ils ont changé ça pour dire une madame enrobée. T'sais. Puis c'est comme s'il avait dit « Ah, la lecture sensible, c'est ça. » Mais c'est pas du tout la même chose. C'est comme prendre un texte du passé... moi, je sais même pas si je suis d'accord à changer les textes de Roald Dahl. Je me dis, si les textes de Roald Dahl sont plus adéquats aujourd'hui, on lira d'autres gens. Il y a plein d'auteurs pour la jeunesse, puis ça restera des textes, des classiques historiquement importants auxquels on peut se référer. Mais changer des textes historiques, moi, je suis pas sûr que ça aide vraiment personne. Puis souvent, d'ailleurs, celles et ceux qui prennent ces décisions-là, c'est des décisions commerciales. C'est parce qu'ils veulent que ça se vende dans les écoles. Puis là, il y a des profs qui veulent plus faire lire ça parce que c'était grossophobe ou raciste ou whatever. Fait que là, ils se disent, je veux pas perdre mon cash de 100 000 exemplaires par année pour les écoles. Fait que on va rendre le texte. C'est ça. Son cas est intéressant parce que d'après ce que certains des textes sur la lecture sensible montraient, c'est qu'en fait, lui-même avait procédé à plusieurs reprises à
des modifications des termes puis des désignations des personnages. Ben là, c'est encore plus intéressant. Ouais. Ouais. Et donc, les ayants droit avaient dit, mais c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Ouais. C'est juste que là, il est mort, il ne peut plus le faire. Ouais. Mais il a toujours voulu... Son but, c'était pas de faire en sorte que de jeunes enfants lisant son œuvre se sentent infériorisés et ridiculisés. Ouais. Ouais. Et donc, pour eux, c'était d'être vraiment fidèle à tout son travail d'écrivain que de continuer à ajuster le texte pour pas qu'il y ait ce phénomène-là. Puis un autre des exemples marquants, on discutait un peu plus tôt des contes de Noël et puis de Dickens. C'est l'exemple de Dickens lui-même qui, dans les aventures d'Oliver Twist, il y a le personnage de Fagin qui est extrêmement antisémite. Ouais. Oui. La première fois qu'on le voit, il caresse de l'or, puis je pense qu'il tue des petits-enfants. Puis apparemment... que c'était nettement pire dans les premières versions. C'est déjà quelque chose dans la version. Puis qu'il y a un lecteur britannique, juif, qui lui a écrit une longue lettre, puis qui a fait plus de 300 modifications à son propre texte pour faire en sorte, manifestement, il aurait dû en faire d'autres, là, mais son but, c'était, lui-même a pu voir que ça créait d'autres problèmes. Il voulait un bourreau d'enfants. Avare, et ainsi de suite. Puis, je crois qu'il a dû découvrir qu'en fait, dans son propre imaginaire, ça le menait là. Puis, c'est pas là où il voulait aller. Non. Il voulait aller du côté de l'avare qui exploite des enfants. Puis donc, le capitaliste, en fait, là, qui profite du travail des autres, surtout s'ils sont dominés. Donc, il y a comme une histoire, puis ça aussi, je crois que ceux qui s'offusquent de la lecture sensible, sont dans le mythe du génie créateur unique et dont le texte jaillit comme pas Jupiter, mais Athéna de la cuisse de Jupiter, déjà fini. Puis on aurait des visions des gens, des autres personnes dans la société, puis on aurait accès, comme par magie, à leur conscience. Il y a vraiment ce romantisme-là, cette mythologie-là de l'écriture. Puis d'ailleurs, je trouve que, encore plus en France, puis les gens parlent pas presque jamais de la recherche qu'ils font là-bas. C'est presque tabou ou mal vu ou vu comme dégradant de faire ça. Oui, puis ça remonte. C'est-à-dire, quand on pense, tous vont se réclamer de Roland Barthes ou presque, là, et ainsi de suite. Mais la mort de l'auteur, c'est lié à son analyse, entre autres, de SZ, où il montre que Balzac a plein de phrases misogynes. Puis il dit, mais d'où vient la misogynie? Elle vient pas juste de Balzac tout seul. Il reproduit. Donc là, il intégrait l'idée de l'intertexte, puis du discours social, là, si on peut prolonger son interprétation. Puis donc, il fallait déconstruire le mythe du génie créateur pour bien voir que le langage, il venait d'un peu partout. Absolument. Puis que l'écrivain essaie de jouer avec, comme alors qu'il n'invente pas chacun des langages, là, mais il est pris avec ces langages-là. Mais là, c'est comme si on oubliait ça. Puis on oubliait que parfois, peut, dans l'écriture, circuler des choses comme Dickens sans qu'il le voie nettement, de l'antisémitisme dans son cas, mais que c'est pas lui qui crée ça, là. C'est-à-dire que ça vient d'au-delà de lui, puis il le reproduit plutôt qu'il l'invente. Puis que le but de la lecture sensible, c'est aussi de déconstruire du langage déjà écrit qu'on fait juste reproduire. Oui, absolument. Puis, je pense que dans 10 ans, je vais relire ce livre-là, puis c'est d'autres affaires complètement qui vont m'apparaître aberrantes ou étranges ou maladroites. On est toujours un peu coincé avec notre époque, là. On ne peut pas beaucoup penser au-delà de ça. Puis, moi, je pense aussi qu'on est un peu dans ce processus-là. On a le privilège, je trouve, de ne pas être français là, au Québec. Mais je pense qu'on est vraiment moins dans une sorte de romantisme ou d'idéalisation de l'écrivain comme génie. Puis aussi, moi, je trouve que l'aspect qu'on commence à penser, heureusement, c'est quelque chose de vraiment plus qui est lié presque aux premières idées d'un texte. Mais les Américains disent beaucoup, puis des fois de manière un peu caricaturale, mais « Is it your story to tell? » Mais moi, ça, pour moi, c'est quand même important. C'est que dans mes livres, il y a des personnages qui ne sont pas moi, qui n'ont pas les mêmes origines socio-économiques, tout ça. Mais moi, il y a quand même des sujets, disons,
que je considère que c'est pas à moi d'écrire un grand roman là-dessus, là, tu sais, pour caricaturer un peu. Mais tu sais, je ferais pas un roman sur un grand roman social pour expliquer tout de A à Z sur l'esclavage dans le sud des États-Unis. Tu sais, je trouve que ça me concerne pas. Je suis pas la bonne personne pour parler de ça. Mais quand même, ça, c'est un truc aussi. Moi, je trouve qu'il faut le mettre dans le débat puis dans le portrait parce que ça a longtemps été valorisé, ça, particulièrement en France. L'écrivain qui écrit sur un ailleurs, sur un contexte souvent violent ou une histoire grave, puis là, c'est vraiment... souvent, même si j'arrive à dire la lecture sensible, c'est pas une censure et tout, quand je parle à des écrivains, mettons, français, là, c'est souvent là qu'on n'arrive pas à être d'accord. Moi, pour moi, c'est quelque chose de presque pulsionnel, dans le sens que, tu sais, j'ai pas cette envie-là. Puis si elle naît dans ma tête à un moment donné comme pensée automatique, puis je me dis, devrais-je écrire un roman sur... je vais reprendre l'exemple de l'esclavage dans le sud des États-Unis. Assez rapidement, je vais dire comme, non, tu sais, je pense pas que c'est à moi. J'ai envie de le lire, par exemple, ce roman-là. Écrit par quelqu'un qui est peut-être plus proche de ces sujets-là. Comme si... Puis moi, je trouve ça vraiment important, par exemple, que des gens écrivent des personnages qui ne leur ressemblent pas. Mettons sur la question du genre là, ou de l'homosexualité, tout ça. Moi, il y a beaucoup de très grands romans sur des personnages gays qui sont écrits par des femmes, par exemple. C'est intéressant, ça, historiquement, quand même, de se dire pourquoi autant de femmes ont si bien écrit l'expérience gay, tu sais. Puis, en tout cas, il y a plein d'hypothèses possibles, là. Mais moi, je veux dire, j'y tiens à ces textes-là, tu sais, puis je veux pas qu'on arrête, je veux pas que les femmes, ou qui que ce soit d'ailleurs, arrêtent d'écrire des personnages gays ou queer ou trans ou whatever. Mais, par exemple, la personne, tu sais, hétéro, qui a entendu parler du sida la semaine passée, puis qui décide de faire le grand roman sur l'épidémie, ça me gosserait un peu, tu sais. Peut-être que je lirais le livre, puis je serais comme, finalement... Bravo, tu sais, ça a été fait de manière exemplaire, c'est magnifique, c'est extraordinaire, je me suis senti compris par quelqu'un qui n'est pas moi. Ça fait du bien, ça aussi. Faut pas l'oublier, là, que des fois, avoir l'impression que quelqu'un qui n'est pas soi comprend notre expérience, puis les violences sociales qu'on subit aussi, ça peut être vraiment, vraiment un soulagement. Mais moi, des fois, j'ai tendance à me dire pourquoi. Pourquoi faire ça? Ouais. Ça peut être vu, puis dans les faits, ça peut être vraiment le cas, comme la récupération d'un thème intéressant, puis mais fait avec trop d'économies de moyens, c'est-à-dire pas de vraie recherche, pas d'attention assez grande. Puis je vois ça un peu dans ce que tu me disais. Avant que tu puisses faire un roman de la guerre de sécession ou de l'esclavage dans le sud des États-Unis qui soit juste combien de lectures tu vas devoir faire, puis quel langage employer, comment traduire les langages du sud des États-Unis, les Noirs, esclaves, et ainsi de suite, dans un français québécois du 21e siècle. C'est un gros défi, là. Oui, absolument. Puis tu te mets des obstacles partout, tu t'exposes à être en décalage, puis dans l'erreur constante, c'est-à-dire inattentif, insensible, dans le cliché du début à la fin. Tu as tellement de clichés à surmonter avant d'arriver à un début de justesse. Absolument. Que, bravo à la personne qui réussit, mais c'est que dans les faits... 9 livres sur 10 qui essaient ça. Mais des fois, c'est un peu une démonstration de force, justement. C'est de dire, regardez, moi, qu'est-ce que j'ai pu faire, tu sais, puis... je trouve que sur la Shoah, il l'a eu beaucoup dans la littérature. Oui, il y en a eu quand même beaucoup. Le roman de Shoah de la personne pas juive, il y en a d'excellents par ailleurs, mais ça a comme été un thème un peu payant dont beaucoup de gens ont tiré un capital symbolique, disons, là, pour parler en bon deuxième. Puis, des fois, moi, je sais pas, je me questionne là-dessus, puis sur nos... Puis, encore une fois, moi, mon point, c'est pas de dire... aucune personne non juive ne devrait pas parler de la Shoah, du tout. Mais c'est juste, c'est vraiment une affaire de cadrage. C'est pourquoi vouloir faire le grand roman sur. Puis souvent, même médiatiquement, ça se nomme comme ça. Puis l'autre aspect qui est lié à ça, c'est qui porte ces idées-là dans les médias, parce que forcément, quand on écrit un livre là-dessus, dans les médias, on va intervenir là-dessus. Moi, je pense que c'est important que des gens qui sont pas concernés directement par des enjeux de violence, des enjeux sociopolitiques, parlent de ça, puis portent un discours revendicateur. Soit des alliés. Soit des alliés. C'est fondamental. Puis comme je l'ai dit tantôt, ça peut vraiment faire du bien aussi. Ça peut être un soulagement. Mais quand c'est vraiment vu comme... C'est ça.
je dis, j'ai trouvé le fin mot de l'histoire, ou tu sais, comme une sorte de sommet ou un terme, ou dans des termes un peu mégalomanes, ça me dérange. Tu sais. Il y a un peu le white savior là-dedans. Ouais. Je vais venir vous expliquer ce qu'eux ont subi. Exactement. Parce que sans doute, eux, ils ne peuvent pas le comprendre de la façon correcte. Là. Effectivement, il y a des choses comme ça, mais là, je crois on est vers la fin. On va nous couper la langue. Peut-être dépasser généreusement le temps alloué. Je te remercie grandement merci à pour toi, la discussion. Puis on continuera ça dans d'autres occasions. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet entretien avec Kev Lambert, animé par Michel Lacroix. Un entretien réalisé en collaboration avec la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression et la puce à l'oreille. Pour découvrir d'autres épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, rendez-vous dans la médiathèque du Centre ou sur votre plateforme d'écoute préférée.